France Culture. Le Book Club dans la bibliothèque de Mohamed Bourouissa. Marie Richeux. Vous avez choisi donc un extrait d'un livre de John Cage qui s'appelle Confession d'un compositeur, qui est paru aux éditions Alia en 2013, mais c'était une conférence qui était donnée par John Cage à New York en 1948. C'est ça. Et Je ne sais plus quel passage j'ai pris. Page 19. Dites-moi, j'ai pris quelle page 19, j'ai pris quoi? C'est une traduction de l'anglais par Ellis Patton. Vous voulez bien nous lire? Oh là là, moi je lis trop mal. Hein. Mais bon, je peux essayer. Hein. Vous voulez me faire comme ma mère faisait quand j'étais petit? Non, mais je peux lire si jamais ça vous Ouais, je préfère. Je préfère. Ok, allez, j'improvise. Dans ce contexte, le terme percussion ne renvoie pas uniquement au son obtenu par le fait de frapper ou de heurter quelque chose. Il est employé dans une acception plus large. Il se réfère au son en général, y compris le bruit, par opposition à des sonorités mélodieuses ou considérées comme telles. De ce fait, tout comme on peut dire de la musique moderne en général qu'elle retrace l'histoire de la libération de la dissonance, et vous soulignez, Mohamed Bourouissa, de même, cette nouvelle musique participe de la tentative de libérer tout son audible du carcan des préjugés musicaux. Un son isolé n'étant lui-même ni musical, ni non musical. C'est simplement un son. Et peu importe sa nature, il peut devenir musical en trouvant sa place dans un morceau de musique. Avec cette façon de voir, la définition de la musique que m'avait inculquée ma tante Phoebe était nécessairement remise en cause. D'après elle, la musique se composait de mélodies, d'harmonies et de rythmes. Vous me dites quand je m'arrête, hein. Pour moi, je faut continuer, je trouve ça super bien. Donc. Elle était désormais l'organisation du son, plus précisément l'organisation par n'importe quel moyen de n'importe quel son. Incroyable. Ah ouais, il est bien le passage. J'avais zappé que j'avais choisi ça. L'organisation par n'importe quel moyen de n'importe quel son. Et ça, c'est parce que... alors, moi, quand je commence à lire John Cage, au départ, je commence à la musique sans vraiment lire John Cage. J'entends parler de John Cage pendant très longtemps et tout. Je trouve ce petit livre, là, je me dis, ah tiens, Confession d'un compositeur, j'en mets et tout. Je vais essayer de voir ce qu'il raconte quand même, parce que c'est quand même John Cage. C'est l'histoire de la musique. Et voilà, et quand je lis ces mots-là, et quand je vous entends le lire, bah, pour moi, ça résonne vachement aussi avec une pratique que j'ai du son et de la musique. Une des premières pièces, par exemple, souvent, comme je vous disais, moi, les livres, ça va me faire réfléchir à ce que j'ai pu faire ou ce que je vais faire dans mon propre travail. Et là, ça me fait... Quand je lis ça, pour moi, j'ai comme des intuitions. Et grâce à des compositeurs, et dans ce texte-là, John Cage, ça fait comprendre, conscientiser ce qu'est ma propre pratique de la musique aujourd'hui. Et ce que j'essaye de faire, j'ai pas la prétention d'être un compositeur, mais je fais du son et à partir du moment où je conforte dans vos pistes, du coup. Exactement, c'est ça. Et par exemple, une des premières pièces sonores que j'ai réalisées, c'était une pièce juste après une pièce qui s'appelle Bruta Famille Rousse. C'était la deuxième pièce que j'ai réalisée. Elle s'appelait Ara. Ara, en fait, c'est un cri des guetteurs à Marseille. En fait, dans certains quartiers, avant que la police arrive, il y a des gens qui crient Ara. Et ce son-là, c'est un signal. Pour les gens que les guetteurs dans le cadre d'un trafic de drogue. Dans les guetteurs, dans le cadre d'un trafic de drogue, merci. Désolé, il faut être non, mais plus du coup, il faut dire, il y a des gens qui savent pas ce que c'est que des guetteurs. C'est vrai, désolé. Et donc, ce son, je l'ai isolé. J'ai travaillé avec des gens donc, qui avaient fait ce travail pendant un temps. Et je suis parti en studio et en fait, j'ai extrait ce son pour en faire comme un son, comme un signal. Comme un cri, comme un bruit, mais qu'en même temps, qui d'un coup devenait comme une chorale. Parce que en fait, je les ai recomposés, mélangés les uns aux autres. Et ça crée une sorte de sonorité, une musicalité du cri. Bah pour moi, voilà, d'un coup, je cherche un son, un bruit comme ça, qui à la base, qui est très codifié, qui est très lié à un contexte, et d'un coup, de le retirer et d'en faire un élément musical, et de faire une composition musicale à partir de ces cris,
pour moi, là, le texte décrit ça. Il me permet... N'importe quel moyen, n'importe quel son. Exactement. Mais en même temps, je trouve que dans la manière dont il le dit, il y a presque une poésie dans la manière dont c'est dit. C'est pas juste théorique. Pour moi, il y a une vraie beauté dans la manière de le dire. Et il y a une vraie philosophie là-dedans. Il y a presque, à la limite, pour moi, ça me fait penser à Rumi, par exemple, dans la manière dont il raconte son rapport au son et au bruit. Un son isolé n'étant lui-même ni musical ni non musical, c'est simplement un son. Voilà, ça devient qu'un signe. Il le décharge complètement de quoi on l'a assigné. Et je trouve ça vraiment super beau. Et donc voilà, dans ma pratique, ça c'est des choses qui moi me permettent de comprendre, de faire avancer aussi ma pratique personnelle dans les différents types de langage.